Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job pour parler du pouvoir d'achat. Alors on en parle depuis des semaines, mais les choses s'accélèrent puisqu'on a évoqué, le gouvernement évoque un projet de loi qui sera le premier projet de loi, ça sera un projet de loi pouvoir d'achat pendant les législatives, donc ça veut dire la rapidité d'exécution. Bruno Le Maire recevait le patronat hier et leur a demandé un peu droit dans les yeux, augmenter donc les salaires pour ceux qui le peuvent, puisqu'il a quand même pris ce bémol. Et puis on a de l'autre côté des Français, évidemment, qui voient leur bulletin de paie et leur feuille de paie qui n'ont pas augmenté, sauf depuis les dernières négos de février, mais avec une inflation qui va dépasser les 5%. Et certains économistes nous disent qu'on pourrait avoir une inflation à deux chiffres, au-delà de 10%, ce qui est évidemment inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est à l'État de mettre la main à la poche, un nouveau quoi qu'il en coûte ? Est-ce que c'est aux entreprises ? On en parle avec mes invités. Stéphane Marchand est avec nous. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Je ne sais pas si on a la une. Vous avez mis quoi en une ce mois-ci ? On a mis un ours polaire qui se demande qui va payer la transition énergétique. Et oui, c'est évidemment la question de la transition qui va venir évidemment gréver aussi. Bien sûr. Le sujet supplémentaire. Il y a un arbitrage à faire on peut tout faire. Évidemment. Pierre Ferracci, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Alpha. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors, le dialogue social, c'est votre credo. Je voudrais qu'on revoie, parce que vous êtes venu nous en parler, ce guide du routard des élus. Pour tous ceux qui vont être élus, vous aurez, grâce à Pierre Ferracci et ses équipes, au groupe Alpha et à ses partenaires, un guide du routard. Avec la mise en page du guide du routard, le b.a.-ba de l'élu pour savoir tout ce qu'il doit apprendre. Et vous allez voir, quand vous lirez ce livre, il y a quand même pas mal de petites choses à retenir parce que la rentrée sociale s'annonce chaude. Le groupe Alpha, c'est Secafi, Sémaphore, TH Conseil et GVA. On parlera du dialogue social parce que certains syndicats se sont déjà plaints que le ministre de l'économie n'ait reçu que le patronat et pas les partenaires sociaux côté salariés. Et puis avec nous, Erwan Tison. Bonjour Erwan, bonjour. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous êtes la tête dans les chiffres, j'imagine. Erwan, je me tourne vers vous parce que vous êtes un peu la voix de l'économiste, même si Stéphane est aussi un représentant des questions économiques. Mais l'inflation, ça dit quoi, d'après les projections que vous pouvez faire ? Est-ce que Artus et quelques autres ont raison de dire qu'on va atteindre les 10%? Le pire n'est jamais certain. Déjà, ce qui est sûr, c'est la période vers laquelle cette inflation-là va se dérouler. Le gouverneur de la Banque de France nous a dit qu'on en avait au moins jusqu'à 2024. Donc on observe 2024, retour à la normale dans un environnement à peu près de 2%. Donc pour l'instant, on est aux alentours de 5-6%, ça dépend ce que vous comptez, si vous comptez le sous-jacent ou pas. On remarque une chose, premièrement, c'est qu'on s'en sort légèrement mieux que nos voisins proches, que ce soit les Espagnols, les Italiens, les Suédois ou les Allemands. Parce qu'on a quelques mesures justement d'amortissement qui ont fait leur effet, parce qu'on a aussi une moindre dépendance par rapport à certaines matières premières. Le gros problème qu'on peut avoir effectivement, et les prévisions que font notamment messieurs Artus, Arthuis, etc., c'est qu'en fait on a un gros problème de ce qu'on appelle le second tour. Le débat qu'on va avoir aujourd'hui, notamment lié à C'est pas une élection, on est bien d'accord. Non, c'est pas une élection. Même si là en plus, il pourrait y avoir même un troisième tour. Mais là c'est pour le social. Dans l'inflation aussi. Le problème, c'est quand vous avez une hausse des matières premières, vous avez une tendance à convoquer des NAO assez rapidement, alors qu'elles viennent de se terminer pour la plupart des entreprises. Négociation de salaire. Négociation annuelle obligatoire, donc les reconvoquer alors qu'elles sont terminées il y a 2 mois, pour réaugmenter les salaires, et donc du coup pour refaire un geste envers les salariés qui subissent cette inflation tous les jours, que ce soit à la pompe ou à la caisse du supermarché. Et donc du coup, mécaniquement, les entreprises, si jamais elles justement cèdent à ces nouveaux NAO, vont devoir augmenter leur prix. Donc c'est pour ça qu'on a une inflation. Et c'est la spirale. On a une spirale. C'est pour ça que là, en 1983, on avait abandonné la désindexion justement des salaires. Donc ça ne vous semble pas être une bonne idée d'indexer parce que ça peut créer une spirale inflationniste où tout le monde va augmenter jusqu'à... Disons que c'est une excellente idée si on veut mettre à bas l'économie française. D'accord, ça c'est dit, c'est assez clair. Pierre Ferracci, ça le fait sourire. Stéphane Marchand, indexer ou pas les salaires sur l'inflation, on a une réponse d'Erwan Tison, Institut Sapiens. Quand même, les Français entendent ce discours économique qui dit attention à la surchauffe, parce que si on augmente trop vite les salaires, tout va augmenter, il y aura un effet spéculation. On est déjà dans de la spéculation. Mais enfin, il faut quand même répondre à l'urgence du quotidien d'un certain nombre de Français, quand même. Oui, alors il ne faut pas indexer arithmétiquement. Erwan a tout à fait raison. Il faut indexer politiquement et psychologiquement. C'est-à-dire, parce que indexer les salaires sur l'inflation, c'est évidemment, ça semble une bonne idée, ça semble naturel, ça semble juste. Politiquement, c'était très tentant dans certaines périodes, celle-ci par exemple. Oui, celle-ci. Et économiquement, tout montre que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que on entre dans une boucle prix-salaire où les gens
anticipent qu'il va y avoir plus Donc d'inflation. ils augmentent leur prix. Et ça finit par devenir une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que l'inflation augmente réellement. Et on sait qu'il y a des pays, l'inflation, ça peut être très grave. Il y a des pays qui ont été brisés par l'inflation. On peut même, L'Argentine. on peut même, sans trop se tromper, dire que la République de Weimar, Oui. qui était Oui. en hyperinflation, a amené le nazisme. Non. Les brouettes pour acheter le pain. On Il se faut, souvient faire, que c'est- il faut faire très 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 attention à l'inflation. Donc, le secret est probablement dans une sorte d'indexation segmentée, c'est-à-dire on sélectionne des catégories de population qui sont particulièrement sensibles à l'inflation, celles pour lesquelles, par exemple, le logement et l'alimentation représentent dans leurs dépenses des proportions énormes, et on agit sur ces populations-là si c'est possible. Pierre Ferracci, c'est un peu l'esprit du projet de loi pouvoir d'achat, parce que déjà, là, on nous explique que la fameuse prime Macron de 506 € en moyenne va être prolongée et pérennisée pour des secteurs, enfin en tout cas des catégories de Français très particuliers, les plus modestes. C'est la bonne solution ou pas ? Alors, là où on est d'accord, c'est qu'il faut éviter la spirale inflationniste qui, au final, d'ailleurs, touche plutôt les catégories modestes, Mais oui. quand on regarde l'histoire économique, que les plus favorisées. Bon, en même temps, il faut répondre à une urgence immédiate. Alors, c'est d'autant plus difficile qu'on l'évoquait succinctement au début de notre entretien. Moi, je suis persuadé que la transition environnementale, qui va être très coûteuse, va obliger à un autre partage de la valeur. Il y a des patrons qui commencent à le dire. Je regardais le président d'Amundi récemment, Oui. qui disait que certains taux de rentabilité ne pourraient pas être tenus. Et la transition environnementale, Intéressant. il va falloir savoir qui va payer. La puissance publique, les entreprises, les ménages ou les salariés. Bon, en tout cas, c'est l'occasion de revenir sur une forme de partage de Vous la soulevez valeur. le débat des actionnaires, parce que certains Oui, disent oui. qu'on a beaucoup distribué, le CAC 40 s'est bien porté. On va battre tous les records au niveau mondial. Mais je En crois. matière de distribution de dividendes, c'est assez impressionnant. Alors, avec des différences par pays qui sont notables. Enfin, même chez nous, dans les grandes entreprises, il y a des scores assez impressionnants. Donc on pour partage 2021. différemment la richesse. Tout à fait. Donc il y a ce débat qui doit accompagner les enjeux de la transition, qui encore une fois va être très coûteuse. C'est un sujet qui n'a pas eu beaucoup de succès pendant la campagne électorale. Non. On parle d'écologie, mais on ne parle pas du coût que ça va représenter et de la répartition de ce coût. En même temps, il faut répondre à l'urgence immédiate. Alors moi, je suis d'accord, pas une indexation brutale et généralisée. Je crois qu'il faut éviter que les inégalités sociales se creusent pendant cette crise, parce qu'on voit bien que l'inflation qui touche les produits alimentaires, qui touche l'énergie, elle vise quand même pas mal les catégories les plus modestes, où la part du budget alimentaire dans le budget global est quand même importante. Mais vous pensez qu'il faut bloquer les prix ? Moi, je crois Parce que qu'il ça faut, a en été tout évoqué cas, pendant la campagne, ça. Dans certaines entreprises, il ne faut pas hésiter à reprendre la NAO, même si elle s'est terminée il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Dans d'autres entreprises qui sont plus contraintes, et qui n'ont pas les mêmes marges. C'est ce que dit de manœuvre, Bruno Le Maire. Hein. Voilà, il y a de l'intéressement, il y a la participation, mais quand on n'a pas de résultats énormes, c'est pas tout à fait ça qui va régler le problème. La prime Macron peut être une solution de court terme. Elle va être prolongée. De court terme, tout à fait. Bon, campagne électorale oblige, j'ai vu qu'on s'occupait des retraités, parce que ça vote beaucoup et que ça tombe plutôt du côté d'un électorat que d'autres. Mais ça, il ne faut pas non plus empêcher les politiques de faire de la politique. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir être très sélectif, là où je suis d'accord. Oui, effectivement. pas arrosé, mais Non, ciblé. Mais très sélectif et s'occuper des catégories les plus modestes, parce qu'autrement, ça va être terrible. Et encore une fois, la transition environnementale qui a déjà commencé depuis un certain temps, elle fait déjà quelques dégâts. Bien sûr. Les voitures électriques, ça va être plus cher pendant un moment que les voitures thermiques, que Bien les sûr. moteurs thermiques, etc. Oui, au même moment, le samplon est renégocié très haut, puisqu'il passe la barre des 2 mais rappelez-vous euros. l'interview de Carlos Tavares qui disait les politiques nous obligent à basculer plus rapidement, plus radicalement dans Mais l'électrique. attention, danger, ouais, c'est vrai. Ça va avoir un coût. Pour faire que les voitures électriques soient accessibles aux catégories modestes, il va falloir 10% de gain de productivité pendant des années, là où l'industrie automobile elle est plutôt à 2 à 2,5. Non, c'est pas possible. bien sûr. L'impact sur l'emploi ou sur les conditions de travail, ça va être terrible. Puis surtout sur le pouvoir d'achat, parce que quand il y a moins d'emplois pour certains, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Oui, puis Donc il faut tenir tout ça en même temps, et je reconnais que ce n'est pas facile pour le gouvernement. on va parler des pénuries d'emploi, peut-être du lien d'ailleurs entre les pénuries d'emploi et le débat des salaires de certains Français qui considèrent que autant rester chez soi. Bruno Le Maire l'a dit, hein, il faut que ça me rapporte de travailler, hein, je le cite, et pas que ça me coûte cher. Bon, il l'a dit à l'oral, évidemment, c'est une formule à l'oral, mais un mot comme Erwan Tison sur la répartition de la richesse, parce que ça, c'est un vrai sujet politique sensible. Effectivement, le fait de rendre aux actionnaires que le CAC 40 se porte plutôt bien, que les salariés voient globalement les actionnaires sont bien rémunérés. Est-ce qu'on repense notre modèle dans un contexte de transition écologique, augmentation des coûts et des salariés qui disent pour certains, même avec un salaire correct, je boucle pas les fins de mois, c'est-à-dire que je m'en sors pas. Entre les coûts fixes
et évidemment les dépenses contraintes. C'est ça qui est fantastique dans ce débat, c'est qu'il y a le côté politique et le côté économique. La réalité économique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le partage de la valeur ajoutée entre, pour faire simple, les actionnaires et les salariés, elle n'a pas bougé depuis 1949. Et la seule distorsion qu'on a eue, c'était... C'est pas pour autant qu'il ne faut pas la bouger. Ah non, bien sûr. Le fait qu'elle soit sur une longue série... C'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que c'est exactement... Historiquement, c'est ça. La seule fois où ça a bougé, c'est entre 82 et 89. Donc la seule fois où on a eu un gouvernement socialiste, c'est là où il y a une distorsion en faveur du capital, et nous en faveur des... Et nous en faveur des salariés. Après le plan d'austérité de 83. Exactement. Et donc du coup, c'est la seule fois où on a une distorsion. Donc en fait, et quand on regarde en Europe, la France c'est le pays où la valeur ajoutée va le plus aux salariés que aux actionnaires. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ça, c'est la... Donc ça contredit ce qu'on se dit. On a l'impression que l'actionnaire reçoit ça c'est parce que c'est la froide réalité économique. Si jamais vous allez dire ça... C'est aussi le pays où le taux d'emploi est un des plus faibles. C'est aussi le pays où... Mais le problème, c'est que si on raisonne globalement, je ne suis pas sûr qu'on arrive aux mêmes conclusions que vous évoquez. Non, je veux dire, c'est d'un point de vue purement macroéconomique, d'un point de la réalité froide technocratique. Si vous le reliez à l'indice du taux d'emploi, est-ce que ça ne modifie pas Non, les comparaisons de l'INSEE se font à un taux d'emploi constant. Oui, mais ça veut dire aussi, comme le taux d'emploi est faible, que la productivité des salariés qui sont au travail est forte. Et à partir de là, la répartition que vous évoquez peut se comprendre. Mais il y a notamment beaucoup de jeunes qui restent à côté du marché du travail. Alors en fait, il y a deux choses. C'est pour ça que je parlais vraiment de la réalité froide et des chiffres, parce qu'elle n'est pas entendable pour la plupart des citoyens sur la productivité du travail. Malheureusement, ce qu'on observe, on a le mythe en France d'être les plus productifs au monde. Ça l'était sur la productivité. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un dossier il y a quelques mois pour l'Écho là-dessus. Ça l'était d'ailleurs sur la productivité horaire, mais quand on regarde la productivité du travail, depuis 2019, elle a diminué de 3%. On a créé énormément, l'économie française a créé énormément d'emplois justement ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'est des emplois peu productifs qui sont créés. Donc du coup, c'est lié aussi à la mécanique du pouvoir d'achat, parce qu'on crée des emplois moins productifs, donc moins rémunérateurs. C'est pour ça qu'en fait, on est sur une espèce de quadrature du cercle. Vicieux. Exactement. On a sous-investi dans le domaine des compétences, de la formation et de l'apprentissage. Exactement. On se souvient des gilets jaunes au moment, les premiers gilets jaunes version 1, pas ceux qui ont récupéré le mouvement, mais les premiers qui étaient des retraités, des catégories modestes dans des zones périurbaines, qui disaient, nous, le prix de l'essence est trop haut pour nous, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'était à l'époque, souvenez-vous, des mesures écologiques qui étaient engagées. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne prend pas le risque de projeter finalement ou de créer des conflits sociaux avec les arguments qu'on a là en ce moment sur le plateau? Pour positiver, on pourrait dire que ce moment de grande inflation, c'est peut-être le moment justement de segmenter, selon ce que je disais tout à l'heure, et d'aider un certain nombre de professions dont les rémunérations se sont effondrées. Tout ce qui est aide aux soignants, clairement, tout ce qui est métier de l'hôtellerie-restauration, c'est peut-être le moment, grâce à l'inflation cette fois-ci, par contre, grâce à l'inflation, d'essayer de les revaloriser et de les faire re-rentrer dans le circuit. Je me permets Ségur généralisé. Voilà. Ouais, j'allais vous poser la question à tous les trois, parce qu'on a eu des grands rounds de négociations, les accords de Matignon, on a eu pas mal de choses autour des salaires. Vous nous dites dès le début du débat, il faut segmenter les aides, c'est-à-dire faire un peu de technocratie, c'est-à-dire viser des catégories. Est-ce qu'il ne faut pas, Pierre Ferracci, prendre le problème à l'envers et dire on remet à plat le système et on fait un grand Grenelle, on invite le patronat, les salariés et tous les parties prenantes, les ONG, enfin bref. Est-ce que vous croyez encore à ces grands raouts de négo pour dire voilà, on prend le pays et on le transforme? De temps en temps, ça peut être utile. Moi, je pense que les enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui très puissants et qui vont avoir des répercussions économiques et sociales, avec un coût, je le disais, qui est aujourd'hui totalement sous-estimé par l'opinion, mais je pense aussi à cause de nos gouvernants, qui n'en parlent pas beaucoup quand même. Occulté, oui, pour le dire. Et que tout le monde l'occulte. Je pense que ça vaut la peine de faire, comme vous dites, une grande messe pour mettre chacun devant ses responsabilités et pour réfléchir au partage de la valeur. Après, il va y avoir pour le gouvernement une équation difficile, parce que il n'y a pas 36 façons de casser la spirale inflationniste. Ou on s'en accommode avec une stratégie d'indexation qu'on essaie de maîtriser, où on sait très bien que derrière, il y aura une politique monétaire restrictive qui amènera de la récession, qui cassera la dynamique d'emploi qui est plutôt intéressante aujourd'hui et qui créera aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Vous dites risque de dévaluation? Non, risque de récession et de suppression d'emplois, alors que la politique de l'emploi est plutôt dynamique aujourd'hui. Donc, on voit bien Christine Lagarde qui commence à annoncer le relèvement des taux. Puis toutes les crises, on parlait de 83... passe toujours par une phase de ce type, où on joue la récession contre l'inflation, parce que l'inflation à certains niveaux n'est pas supportable par les gouvernements et n'est sans doute pas supportable par une partie large de la population si l'indexation ne suit pas. Et l'indexation ne suivra pas parce que certains n'en veulent pas. Parce qu'il y a un double débat. Il y a le débat des économistes qui regardent les chiffres froids, et puis il y a ceux qui observent les chiffres à l'aune des risques de déstabilisation sociale et économique. C'est quand même un jeu d'équilibriste, ce que fait le gouvernement. Il faut regarder les chiffres en détail et les connaître, et en même temps, à un moment donné, il faut essayer de s'extraire, de relever le niveau de jeu.
C'est-à-dire que le fameux partage de la valeur dont M. Ferracci parle, c'est ça, en fait, le véritable enjeu. Et pour faire ça, c'est un enjeu de civilisation. On est bien au-delà de l'économie. On est bien au-delà de l'économie. Vous voyez qu'il faut il faudrait entrer dans un système, par exemple, où les dividendes seraient indexés sur les efforts climatiques. Il faudrait complètement modifier. Il faudrait... au sein de toutes les rémunérations qui sont dans l'économie. D'accord, mais on n'a pas le temps, Stéphane. On n'a pas le temps, Stéphane, là. Il faut gérer le moyen. Je suis d'accord avec lui. Il faut gérer le moyen et le long terme tout en gérant les urgences de court terme. Ça rend difficile la politique gouvernementale, mais on ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Et je pense que la façon de lutter contre la crise inflationniste actuelle, elle doit être aussi porteuse de changements plus structurels. C'est là que je dis il faut mener le débat sur le partage de la valeur, même si depuis 1949, la répartition n'a pas beaucoup bougé. Je crois que certains se rendent compte qu'aujourd'hui, les taux de profit ne peuvent pas être maintenus en l'état, ne serait-ce que parce que les entreprises elles-mêmes auront des efforts considérables à faire en matière d'innovation, d'investissement. Bien sûr, et la transition. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut que ça bascule fondamentalement de l'entreprise des actionnaires aux salariés. Il y a aussi à garder de la valeur dans les entreprises pour assumer cette transition lourde de conséquences. C'est pour ça que le débat qu'on a là, il est essentiel. Moi, je disais, d'un point de vue purement économique, mais d'un point de vue purement économique, quand vous expliquez à la ménagère ou le citoyen de 50 ans qui n'arrive pas à se payer un paquet de farine qui va augmenter de 30%. Tout ça, mais... Tout ce qu'il voit, c'est 50 milliards de dividendes. Enfin, on ne se rend même pas compte. Il y a d'autres solutions qu'on pourrait se dire. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de diluer justement le nombre d'actionnaires. Est-ce qu'on a un système par capitalisation dans une partie ou intégrer un peu plus les collaborateurs. C'est des systèmes qui sont structurels. Il faut justement changer ça. Mais dans l'urgence qu'on a aujourd'hui, c'est pas entendable. Si je peux me permettre de reprendre l'allégorie de la messe, moi je pense que sur cette grande messe que vous appelez de vos voeux, moi je pense qu'il faut qu'il y ait qu'un seul prêche là-dedans, c'est la formation. Il y a une étude Aubert et Zamora en 2009 qui avait très bien montré que si jamais vous formez vos salariés à raison de 11 heures par salarié par an pour une moyenne environ un tiers de vos salariés pour environ 450 € par salarié, vous augmentez la productivité de votre entreprise de 1%. 1% par an, juste avec 450 € par salarié. Et la moitié de cette productivité, de cette hausse de productivité est absorbée directement par les salariés en gain de salaire, donc en pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'en fait les mécanismes qu'on a, c'est soit agir sur les dépenses contraintes, donc là c'est le logement, 70% des dépenses contraintes, il y a l'augmentation des prix alimentaires, donc ça c'est une première chose. Mais deuxièmement, il y a aussi comment est-ce qu'on fait pour augmenter les salaires, et non, ça ne se décrète pas à Bercy, n'en déplaise à Monsieur le maire, mais ça se décrète aussi par des mécanismes dont on a fortement oublié ces dernières années. Je rappelle, depuis 2018, diminution de 13% des effectifs des salariés en entrée de formation. Donc du coup, on a un vrai problème là-dessus, et je pense qu'on ne s'en sortira que grâce à la formation. Un mot et ensuite... moi, je suis d'accord là-dessus. Priorité à l'éducation et à la formation. C'est contradictoire avec ce qui a été fait pendant quelques décennies, un peu corrigé ces derniers temps. D'ailleurs, il faut moi reconnaître ça au gouvernement. L'exonération systématique des charges sociales qui a joué les bas salaires et donc les basses qualifications contre les qualifications plus élevées, les compétences qui montent, l'industrialisation défaillante aujourd'hui. On paye tout ça aujourd'hui. On est d'accord. Donc il faut repartir. Le seul problème, c'est que ça prend un peu de temps, quoi. Ça ne paye pas immédiatement. Juste un mot chacun, parce que c'est un débat qui est soulevé par certains libéraux, mais il faut avoir ce débat et le mettre sur la table, c'est la question des charges. L'État, aujourd'hui, encaisse de la TVA, et les recettes de Bercy, aujourd'hui, a le sourire. Certains évoquent même l'idée d'arrêter les taxes sur l'essence, qui permettrait d'avoir un carburant qui serait aux alentours d'un 60, un 50. L'État ne fait rien sur ces sujets. Est-ce que vous pensez que l'État peut aller un peu plus loin, ou est-ce qu'il joue un peu un double jeu? Parce que Bruno Le Maire dit il faut que les salariés aient envie de travailler, dit au patronat il faut augmenter les salaires. Mais enfin, l'État n'est pas très vertueux sur les baisses de charges, et tout simplement des baisses directes de TVA et de charges sur la charge ou de taxes sur les taxes. Vous parlez d'une grande réforme fiscale au service du pouvoir d'achat. Oui, et que l'État finalement soit le meilleur élève et le premier de la classe sur le sujet. Tout le monde sourit. Là aussi en ciblant, pas de façon généralisée et aveugle. D'accord. En ciblant les exonérations là, dans des secteurs qui le méritent, en évitant qu'on joue une baisse générale des qualifications qui s'est produite en quelques décennies. Le ciblage est absolument la clé, y compris pour la formation dont on a parlé à l'instant. Oui, c'est vrai. En France, il y a énormément d'argent pour la formation. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est une manne. C'est un problème de ciblage. Les gens qui les touchent sont à 50% des gens qui n'en ont pas besoin. Donc, le problème est vrai, la solution est l'argent est là.
et pourtant on n'y arrive pas. Sur les charges, personne ne veut répondre. Parce qu'il y a Peut-être il y légiférer a un sur débat. l'allocation des budgets de formation. Stéphane Marchand et Erwan Tison, les charges, on les baisse comme on le veut, on les a baissées sur les plus bas salaires. Il n'y a pas de sujet. Il y a 2 sujets sur les charges. C'est que je pense que M. Ferracci a tout à fait raison, on a fait absolument n'importe quoi avec les baisses de charges sur les bas salaires. 2003, c'est peut-être on a paupérisé les Français à partir de 2003. 2003, les effets Fillon jusqu'à 160% du SMIC. Exactement. On a cassé l'échelle de progression des salaires et on a concentré le salaire médian aux alentours de 160% du SMIC. Exactement. Le salaire médian n'augmente plus dans notre pays à cause justement parce que vous avez créé un gap. Ça crée des poches. Pour augmenter un 100 € de votre salarié de 100 € à ces alentours de 160% du SMIC, ça vous coûte 300 €. Donc effectivement, là, vous avez des primes, vous avez donc là, forcément, jusque-là, vous jouez quoi. Vous Puis faites après, vous arrêtez. Vous faites autre chose et dans ces cas-là, on a paupérisé les salariés français. Deuxièmement, petit bémol aussi sur les taxes. Effectivement, l'État pourrait décider demain de diminution des taxes, mais on revient avec ce qu'on disait au début avec la transition écologique. Si jamais on casse le signal prix, qui les économistes l'ont prouvé, et vous le montrez encore dans votre dernier numéro, les économistes le montrent, le seul effet qu'on peut avoir sur la transition énergétique, c'est le signal prix. Ouais. Si jamais on casse le signal prix sur l'élément le plus polluant aujourd'hui, qui est le gasoil, et ben dans ces cas-là, on continue à perdre du temps sur la transition énergétique. Oui. On peut pas continuer à dire il faut effectivement sauver l'humanité et sauver la planète, tout en se disant je vais essayer d'appart. Donc c'est un numéro d'équilibriste. Après, il faut gérer l'acceptabilité sur le plan. J'allais dire, les gilets jaunes n'ont pas entendu ça. Mais voilà, les gilets jaunes et les bonnets rouges avancent, descendus dans la rue pour l'écotaxe et la taxe carbone. Exactement. Et moi, je rappelle toujours qu'ils ne sont pas moins que nous soucieux de la préservation de la planète et de l'avenir de leurs enfants. Donc il faut accompagner ça, parce que je pense qu'effectivement la taxe sera nécessaire, quelle que soit la forme, de mesures qui évitent que les inégalités sociales se développent, de mesures qui permettent au taux d'emploi de se relever, parce que c'est un de nos problèmes, et on voit bien qu'il cause derrière un problème de pouvoir d'achat. Donc c'est toujours le même problème, il faut trouver l'équation qui permet de gérer le très court terme et le moyen et le long terme pour protéger la planète de façon En principe, c'est le job de la politique de faire ça. C'est vrai. Exactement. Mais quand même, là, vous soulevez un sujet intéressant, c'est-à-dire l'acceptabilité de sujets qui, sur le plan théorique, sont évidents. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut arrêter d'extraire du pétrole et du gaz. Le On est tous rapport d'accord. récent qu'avaient fait Jean Tirole et Blanchard, là, justement, sur les enjeux de la transition, chaque fois se posait la question de l'acceptabilité. Et ça se gère aussi un problème d'acceptabilité. C'est des mesures très ciblées, ce qu'on évoque depuis le début. Ça peut être pour les petites entreprises, ça peut être pour les salariés les plus modestes. Mais si on ne le fait pas, les citoyens se rebelleront contre des objectifs écologiques que tout le monde est censé partager quand on regarde bien ce qu'est la planète aujourd'hui. Sauf qu'un jour ou l'autre, il faut payer soit le prix de l'essence avec effectivement le prix du gazole qui va passer au-delà de 2,50, sauf qu'au même moment, comme le disait Pierre Ferracci, on n'a pas prévu les véhicules électriques de remplacement des véhicules diesel. Voilà, exactement. Donc en fait, vous êtes en situation d'impasse. Si Emmanuel Macron avait distribué des véhicules électriques à tous les gilets jaunes au moment de la révolte des gilets jaunes, ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher. Ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher que ce qu'il a finalement payé, c'est-à-dire 12 milliards. En coût, ouais. Voilà, on se serait projeté, on aurait projeté la France dans un futur quand même là. Voilà, bon alors ça paraît Donc il est radical, défensif et vous dites s'il avait été plus offensif. Oui. Un mot quand même, parce que c'est un sujet qui nous concerne ici dans l'émission, cette pénurie d'emploi, cette tension sur le marché du travail, Pierre Ferracci, est-ce qu'on peut quand même l'associer, est-ce que c'est un peu aller vite en besogne, de se dire après tout pénurie, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus, avec des salaires trop bas et des Français qui disent, c'est pour ça que Bruno Le Maire... C'est aussi lié à l'inadaptation de notre secteur éducatif et de la formation professionnelle. On est d'accord. Même si c'est plutôt des choses qui ont bien avancé pendant le quinquennat, il y a encore beaucoup à faire. Donc il y a un problème de moyens à mettre en œuvre sur le plan quantitatif. Il y a un problème aussi, là aussi, de ciblage. Quels sont les emplois de demain et qu'est-ce qu'on fait? Bon, la question des ingénieurs, par exemple, et de la formation aux maths, on voit bien que c'est un problème aujourd'hui pour la France et qui est lié d'ailleurs à notre désindustrialisation assez massive depuis 30 ans. Même si on nous dit qu'on nous réindustrialise petit à petit, c'est très lent. Puis il y a des secteurs qui réagissent. L'hôtellerie-restauration, par exemple, 16% d'augmentation des salaires, c'est énorme. Voilà. Bon, bah, donc ils ont pris les moyens du problème qui... Je pensais quand même aux emplois d'aide à la personne dont on a beaucoup besoin, des enfants, des personnes âgées. On voit que ce sont des emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir parce que les salaires sont trop bas et que les entreprises elles-mêmes disent mais nous on n'a pas de marge possible, c'est leur réponse parce que notre donneur d'ordre, l'État, on en revient à l'État, ne nous donne pas de marge. On se mord la queue là. Il y a un problème de mesure de la valeur aussi parce qu'on mesure la valeur produite par ces emplois-là qu'en termes de valeur ajoutée pour le coup, alors que ces emplois-là créent de la valeur extra ajoutée, on va dire extra financière. Donc ça sous-entend ce qu'on disait tout à l'heure, mais on recoupe sur nos sujets. Il nous faut de toute façon, tous les économistes qui appellent à une triple comptabilité en capital, je pense que c'est la solution qu'on doit avoir justement dans nos entreprises, c'est-à-dire prendre en compte l'impact social, sociétal et environnemental de chacune des actions. Et c'est là où on se rendra compte qu'effectivement, dans un EHPAD, une
infirmière ou une aide-soignante rapporte beaucoup plus de valeur que ne peut le faire, par exemple, un contrôleur de gestion ou un DRH. Oui, Avec tout le respect que j'ai pour les DRH. Et il faut beaucoup mieux les payer, du coup. Et qu'il faut beaucoup mieux. De toute façon, on ne pourra pas. L'INSEE nous dit qu'on va avoir une augmentation de 15% des seniors en situation de dépendance Donc d'ici 2040. mais c'est une obligation. On ne pourra pas continuer à payer ces gens-là au SMIC pour faire 40 heures par semaine. Est-ce que quelqu'un sur le plateau sait ce que contient le projet de loi pouvoir d'achat? Parce que nous, on a envie de savoir. Pierre Ferracci, vous avez des infos? Stéphane Marchand? Rien. Non, mais en tout cas, aucune info. En tout cas, le pouvoir d'achat, c'est le clash de civilisation à par les l'intérieur du pays. retraités. C'est le Ça, cas de sûr. civilisation. On a commencé par les retraités, mais ça, c'est pour le mois de juin. Oui, parce que Mais, je pensais que. un Ouais, point Erwan sur ce- Tison, sur vous ce ne savez que pas non plus ce qu'il y a dedans. Bon, on voit, ça va être les retraités, le point d'indice. L'indexation des retraites sur justement l'inflation, ça va nous coûter à peu près 20 milliards, entre 18 et 20 milliards. Bah oui. Ce que vous disiez, Stéphane, effectivement, avant, si on avait distribué un véhicule électrique à l'époque, justement, à tous les gilets jaunes, déjà, on n'aurait pas eu les 12 milliards, on n'aurait pas eu les 15, voire 20 milliards, justement, de limitation. C'est toujours le C'est problème intéressant son politique. idée. Hein. C'est toujours le On problème n'a pas politique. évoqué le nombre de véhicules électriques. C'est ce que je voulais dire, parce que ça fait quand même une manne, hein, quand même. aussi, hein. C'est le court Pour terme arriver à versus 12 le long terme. milliards, ça fait un paquet de véhicules. Hein. Mais on aurait pu faire des flottes, aux alentours de centre-ville en autopartage. Mais c'est le problème du court terme versus du long terme. Et la période qu'on vit aujourd'hui a besoin de décisions structurantes de long terme. Mais malheureusement, le politique ne doit y répondre parce qu'il y a une opinion politique et publique qui l'impose justement et qui l'oblige à répondre qu'à des solutions au court terme. Donc c'est aussi cet équilibre-là qu'on se doit de résoudre, ce paradoxe-là qu'on doit de résoudre. Sinon, on n'arrivera pas à relever tous les défis qu'on a soulevés avant. Un robot dans ma voiture, puisqu'on parlait des voitures électriques, avec l'idée lumineuse de Stéphane Marchand de donner, au moment de ces cris gilets jaunes, des véhicules électriques. Il ne nous a pas dit la marque, mais enfin, en tout cas, l'idée de permettre à ces personnes de se déplacer en électrique sans mettre de l'essence. Et votre livre, Erwan Tison, sorti 9 juillet 2020, Un robot dans ma voiture, que vous avez coécrit, préface de Pascal Perry, qui est un journaliste spécialiste de la mobilité, entre autres, et de l'économie, et Guillaume Tatouex, édition, Ma Édition. Merci à vous. Je n'oublie pas, Pierre Ferracci, le guide du routard, pas pour partir dans un pays étranger, mais pour partir dans les arcanes du dialogue social. Parce que c'est ça, le voyage au pays du dialogue Pays social. étranger pour beaucoup de gens. Ça fait 2 millions de véhicules pour Ça fait quelques véhicules. pour arriver à 12 milliards. Bah, bien. Et l'ours polaire pour Stéphane Bonne idée, Marchand. finalement. Oui, c'est ça, le routard. En tout cas, Ça se tente. Merci à vous pour vos idées, pour ce débat passionnant. Puis on va le suivre évidemment de très près parce que ce projet de loi arrive dans une quinzaine de jours à l'Assemblée nationale. Merci à vous. On parle des paix, les bulletins de paix. Bah oui, la paix, c'est vital, c'est central. Et on en parle tout de suite avec notre invité dans Fenêtre sur l'emploi.